On va attendre que tout le monde se connecte. Normalement, il y a un petit temps de latence. Hop. Super. Je pense qu'il y a déjà quelques personnes sur le live. Est-ce que tout le monde peut nous dire s'il n'y a pas de problème de son, de vidéo directement dans le chat? Hello Augustin. Salut Augustin. On a un petit peu de monde qui est en train de taper. Victor, c'est OK pour toi. Guillaume, c'est OK Ouais. pour toi. OK, bon, ça a l'air bon pour le Ginette Dupont qui est là aussi. Bonjour Ginette. Et bonjour Camille. Donc du coup, je pense qu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Baptiste et Anne qui ont gentiment accepté notre invitation pour le troisième événement des États généraux de la restauration. Donc on va parler d'un sujet qui est super intéressant, d'avoir deux retours d'expérience de deux chefs qui ont envisagé et qui envisagent d'ailleurs l'ouverture un petit peu différemment. L'objectif, c'est qu'on soit dans une optique de débat, donc il va y avoir beaucoup d'interactions, je pense, pendant ce live. On a une petite présentation au tout début pour que tout le monde puisse identifier qui est qui. Mais avant tout, je vous laisse tout simplement vous présenter Baptiste et Anne. Anne, honneur aux dames. Anne. Anne, nous avons perdu Anne. Bon, dans le cas, Baptiste, si tu veux bien commenter, on qu'on retrouve la connexion de Anne. Ouais, pas de problème. Voilà, moi c'est Baptiste Renoir. Donc je suis cuisinier gastronomique depuis une quinzaine d'années et j'ai ouvert mon restaurant il y a environ un an et demi suite à ma participation à Top Chef. Et le restaurant a très très bien marché grâce évidemment à l'émission qui m'a fait un bon boost. L'emplacement aussi, où je suis quand même le seul restaurant gastronomique de tous les environs. Ouais. Et puis voilà. Donc le restaurant a cartonné. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu cette phase de grosse fermeture où j'ai refait toute la cuisine l'été dernier. Et puis après, il y a eu nos amis les grévistes au mois de décembre et qui se sont suivis par notre ami le Covid-19 au mois de mars. Donc c'est vrai que depuis fin 2019, c'est assez compliqué de tenir son établissement, surtout quand il est neuf, quand il est jeune comme ça. Ouais, bien sûr. Donc, si on se remet les choses un petit peu en perspective, l'ouverture de ton restaurant, c'était quand la date exacte? C'était le 22 janvier 2019, l'ouverture. La diffusion de Top Chef le 6 février 2019, donc Ouais, vraiment en côte à côte. d'accord. Ensuite, il y a eu 7 mois d'exercice jusqu'au mois de juillet où on a refait 2 mois de travaux. Ouais. Et après, la réouverture en septembre et tous les problèmes se sont enchaînés jusqu'à la fermeture le 14 mars. Donc, en gros, entre le mois les grèves, c'était septembre, enfin, le début des grèves, il y a eu les gilets jaunes aussi. Gilets jaunes. C'était décembre, ouais, ouais, il y avait les gilets jaunes. Après, comme je suis en proche banlieue, pas dans Paris, c'était pas trop compliqué les gilets jaunes. Ouais. Mais les grèves tout le mois de décembre, ouais, ça a bien impacté quand même. D'accord. Donc, en gros, entre décembre et aujourd'hui, pour vous, c'était l'une des périodes les plus compliquées pour votre établissement. Ouais, c'est ça. Et puis même d'avoir travaillé dans plein de restaurants étoilés parisiens avant, Ouais. on n'a pas de basique pour comprendre ces situations. Donc on tombe dessus. En plus, c'est notre propre établissement, c'est toute notre vie qu'on met dans un établissement et il nous tombe ça sur le coin de la tête et faut être capable de réagir, quoi. Ouais, bien sûr. Pour donner un petit peu de contexte pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu as fait avant Top Chef? C'était quoi ton parcours? Donc moi, je suis passionné depuis que j'ai une dizaine d'années. Donc il était évident que je serais cuisinier gastronomique. Et donc j'ai commencé juste après la troisième, un apprentissage assez classique en BEP, en alternance, où là j'ai fait 2 ans chez La Serre avec Jean-Louis Nomicos, 2 étoiles Michelin. Ouais. Après j'ai fait 2 ans à la table de Joël Robuchon. Suite à ça, c'était la fin de l'apprentissage, j'ai fait un an et demi au Meurice avec Yannick Aleno. Après, j'ai fait l'ouverture de l'atelier étoile de Joël Robuchon pendant 2 ans et demi. Ensuite, je suis allé travailler chez Frédéric Simonin, qui est meilleur ouvrier de France, une étoile pendant un an. Et ensuite, je suis allé travailler 2 ans au Laurent, sur les Ouais. Champs-Élysées.
Et ensuite, j'ai pris une place de sous-chef à l'Escargot 1903, où on a gagné une étoile Michelin après un an d'ouverture. Et juste après ça, je voulais trouver une place de chef. Et j'ai trouvé une place de chef chez Jacques Fossat, dans le 17e arrondissement, qui était un restaurant qui venait de perdre son étoile. Et là, j'ai ramené toute mon équipe. On a reconstruit le restaurant avec donc le chef propriétaire, mais qui gérait juste la paperasse et la compta. On a reconstruit toute la carte. On a relancé le restaurant. Et ce qui s'est passé, qui n'était pas du tout au programme, c'est que mai 2018, donc 6 mois après que je sois arrivé chez Jacques Fossat, Ouais. j'ai trouvé mon restaurant. On en a parlé. Je suis venu visiter. Pensé, ah, on a le retour de Alors, on Anne. trouvait, Désolée, C'est bon, Anne. des problèmes d'ordinateur. il y a pas de problème. Et j'en étais où? Oui, et donc début mai, on m'a parlé d'un restaurant donc, qui était dans le centre-ville de Rueil-Malmaison. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur sur le potentiel de l'établissement. Le fonds de commerce était dans mes moyens, parce que Ouais. quand on travaille en cuisine, on n'a pas beaucoup d'argent. Et suite à ça, j'ai décidé de me lancer. 1 mois et demi après après avoir démarré les démarches pour faire le prévisionnel et acheter le fonds de commerce, j'ai été contacté par les casteurs de Top Chef qui m'ont proposé de passer le casting. Et là, j'ai fait la connexion en me disant que si j'arrivais à passer le casting et à ouvrir mon restaurant en même temps, ça serait un super lancement. Ouais. J'ai réussi à faire les deux et le restaurant s'est ouvert dans de bonnes conditions. Ça a été compliqué, hein, mais dans de bonnes conditions. Top Chef aussi, ça s'est bien passé. Et voilà. Ensuite, c'était le début de l'aventure. Donc, c'est eux qui sont venus te chercher, c'est pas toi qui as fait la démarche d'aller vers eux. Non, il y a beaucoup de cuisiniers qui envoient leur dossier, Ouais. mais même si tous les cuisiniers envoient leur dossier, ça fait pas assez de candidatures. Donc, ils ont des chasseurs de tête qui rappellent d'anciens candidats. Même moi, ils m'ont rappelé l'année dernière pour me dire si tu connais quelqu'un à nous conseiller. Et puis, bah, tu leur donnes des numéros et ils ont des chasseurs de tête qui viennent chercher des potentiels candidats. D'accord, ok. C'est intéressant. Merci beaucoup pour ton intervention. Anne, rebonjour. Bonjour, désolée. On vous a perdu, mais c'est pas très grave. On a, J'ai quasiment tout entendu, c'est juste que l'ordi avait bugué. Donc. ok, super. Donc, il y a eu quelques présentations. L'idée, c'est de vous demander de vous présenter rapidement pour les participants et les personnes qui sont sur le live. Ben, moi, je m'appelle Anne Alassane, donc j'ai gagné la première saison de MasterChef. Donc contrairement à Top Chef, c'est un concours amateur. Ce qui était drôle, c'est qu'en fait, on était dans nous, on était enfermés dans une maison. C'était un petit peu entre, on va dire, c'était un petit peu entre Koh-Lanta et c'était quoi ce truc là avec Love Story. Ah bah, c'est une story, ouais. Love Story. Et tout ça avec de la cuisine, non, c'est un peu sympa. Donc, on était enfermés dans une maison. On est resté tout le temps. Enfin, tous ceux qui sont restés jusqu'au bout sont restés dans cette maison. Ouais. Et ce qui était drôle, c'est que c'était la première saison de Top Chef qui était diffusée. Donc, le soir, un lundi par semaine, on regardait Top Chef. La première saison était diffusée pendant que nous, on tournait MasterChef, en fait. Donc, ça s'est vraiment suivi comme ça. Donc, c'était super fun. Voilà. Et après, bah, suite à ça, on va dire que j'avais un projet, moi de toute façon j'étais agricultrice à la base, donc j'avais un projet de ferme auberge que j'ai monté donc suite à l'émission. Pareil, alors avec une énorme médiatisation, ce qui était un petit peu positif et négatif, on va dire. Le bilan de tout ça, ça a duré 4 ans et le bilan, ça a été qu'il fallait que je choisisse entre mes deux métiers parce que faire les deux, c'était juste pas possible. Ouais. Donc, bah, j'ai choisi. J'ai décidé de continuer dans la cuisine et puis de me professionnaliser. D'accord. J'ai fait et puis aujourd'hui, donc, je suis chef d'un restaurant qui fait environ 100 couverts dans la région de Limoges. Voilà, depuis 4 ans et demi. Ok, super. Parce que oui, contrairement à Top Chef, MasterChef, c'est pour des personnes qui sont aussi amateurs. Donc Ouais, la principale normalement, oui. différence voilà, la principale différence entre vous deux, c'est sur ça. Si on parle du coup du sujet d'actualité, on a parlé des problèmes des grèves sur Paris. Je ne sais pas d'ailleurs si toi tu as été impacté dans la région de Limoges, Anne.
Alors nous, on a été un peu impactés, on va dire, sur beaucoup moins qu'en région parisienne, hein. Beaucoup moins. On était quand même Ouais. beaucoup plus tranquille ici, mais quand même un petit peu. Ouais, on a eu une semaine ou deux difficiles en décembre, notamment la période de Noël et voilà. Enfin, on a eu une période un petit peu compliquée, ouais, pour décembre. Ok. Ok, ça marche. Donc pour ce live, il va y avoir donc 5 parties. Je t'entends On va pas. essayer de discuter pendant Je 30-45 t'entends pas, minutes. Douglas. Je sais Donc pas si tu m'entends. tu m'entends pas? Oui, non, t'entends. Anne, est-ce que tu Oui. entends Mm. Baptiste? Ouais, moi je t'entends. On va voir avec Je sais pas si Camille on qui est m'entend en. là. C'est bon? Nous, on t'entend. Ah, bah moi je t'entends, Anne, mais j'entends pas Douglas. Ah. On va voir avec Camille si. Attends, je vais peut-être faire ça. Est-ce que tu nous entends, Baptiste? Non, j'entends pas Douglas. Non? Bon, on va voir avec Camille Bon, pour qu'elle puisse t'aider. Je vais partager mon écran rapidement. Hop. Ginette vous entend aussi. Il y a que, ouais, c'est. Et Augustin nous entend aussi. On va voir de notre côté ce qu'on peut faire. Donc, rapidement, pour vous donner le contexte, est-ce que vous voyez mon écran? Mhm. il a commandé aujourd'hui. Donc rapidement pour vous donner le contexte, donc c'est aujourd'hui vous participez donc aux États généraux de la restauration. Tous les jours il va y avoir un événement jusqu'à fin juillet sur des problématiques qui sont particulières. Cette semaine c'est tourné vers la crise sanitaire. Donc pour vous donner un peu de contexte, cette chaîne c'est une Ouais, je application qui a sais. pour mission de rapprocher les restaurateurs de leurs clients grâce aux réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va générer pour vous des publications de manière automatique sur Facebook et sur Instagram, et ça va cibler de manière personnalisée votre clientèle. Donc, en ce moment, on est très actif avec beaucoup de restaurateurs, étant donné que la clientèle manque un petit peu et qu'on voit que les niveaux de chiffre d'affaires sont quasiment divisés par deux pour la plupart de nos clients. Aujourd'hui, on travaille avec plus d'une centaine de partenaires sur toute la France, en passant par le restaurant gastronomique, les grands groupes ou les petits restaurants entre guillemets. Euh, Ah, non, non, j'entends plus personne. Je sais pas ce qu'elle voit là-bas, elle a peur d'un truc. Non, non, mais là, moi, ça marche, mais j'entends plus personne en fait. Ah oui, on a perdu Douglas en fait. Bon, enfin, j'ai perdu tout le monde. C'est l'organisateur. On a perdu tout le monde sauf bah oui, il n'y a que moi. Je suis seule au monde. Je suis de retour. Ah, ça y est, j'en Ah, ai un. c'est bon. I'm back. I'm back. Est-ce que vous nous entendez? Oui, moi ça y est. J'avais perdu tout Baptiste? le monde. Mais c'est bon. Ouais, moi c'est bon, j'entends tout le monde, je suis revenu, c'est génial. Ok, bon, c'est un peu compliqué, mais bon, on y arrive. Ouais. Donc, l'idée, c'est de comprendre un petit peu comment est-ce que vous avez vécu l'annonce du confinement, en sachant que pour toi, Baptiste, comme tu l'as dit, c'était, je pense, la cerise du gâteau avec ce qui s'est passé depuis le mois de septembre. Comment est-ce que vous avez vécu l'annonce du confinement à partir du mois de mars? Anne, tu commences du coup, vu que j'ai commencé avant, t'étais pas là. Ok. Moi je l'ai pas très très bien vécu, on va dire. Ciao. Ouais. Euh, je pense enfin, ça a été un petit peu brutal. Moi, j'ai été un petit peu fâchée contre la façon dont ça a été annoncé. J'étais un petit peu le timing, l'horaire. Moi qui regarde pas la télé ou très peu, parce que ben j'étais au boulot, donc on l'apprend par des on-dit. En fait, c'était un petit peu. Ouais, moi, je trouvais que c'était pas très bien foutu et que c'était pas normal et un peu injuste de nous demander de fermer comme ça. Il aurait fallu nous préparer.
c'est pas le fait d'aller contre la loi, mais moi je suis restée ouverte pendant 2 jours de plus. Ouais. Juste parce que premièrement, j'avais des engagements envers des clients qui avaient réservé. Le dimanche, moi je travaille en fait. Donc j'avais des grandes tables qui avaient réservé, j'avais des gens qui avaient réservé sans numéro de téléphone. Donc moi j'ai assuré le service. Le lundi aussi un petit peu, mais bon, on sentait que les gens commençaient à être un petit peu on va dire, inquiet de ce qui pouvait se passer. Donc, je suis restée ouverte jusqu'au mardi. Et puis, le mardi, on a tout rangé, on a tout fermé. J'ai posé des questions, je râlais parce que je trouvais qu'on nous donnait pas ni les infos, ni les moyens de faire les choses proprement. On parlait de chômage partiel, mais on savait pas ce qu'il fallait faire. Tous les sites avaient buggé. Enfin, je trouvais que vraiment, c'était mal organisé, qu'ils auraient pu, voilà, essayer de faire les choses, même de façon progressive. Histoire que tout le monde, je pense que ça aurait moins planté, enfin, ça aurait moins planté les gens comme ça devant des choses impossibles, quoi. Ouais. Baptiste, et toi? Moi, c'est vrai que je m'y attendais aussi, mais je m'attendais à ce que ça arrive une semaine plus tard. Je savais que ça arriverait, mais je pensais que ça arriverait pas comme ça et pas 3 heures avant la fermeture du service. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que l'Ocre, c'est pas un très grand restaurant et que comme on est un restaurant gastronomique, on travaille beaucoup les produits frais et le 14, on était sur une fin de semaine, donc on n'avait plus trop de marchandises. On a réussi à sauver quand même un petit peu les meubles. Mais ça a été pas très bien accueilli. De toute façon, faut pas se mentir, ça faisait déjà 2, 3 semaines que le restaurant marchait un peu moins bien parce que les gens n'osaient plus trop venir, surtout en Île-de-France où c'était rouge, tout le monde voyait le truc arriver, les hôpitaux commençaient déjà à se remplir. Ouais, ouais. Et du coup, bah moi, en fait, je suis resté au restaurant jusqu'à 5 heures du mat parce que je voulais pas le quitter, un peu comme mon bébé. Et j'ai trouvé la solution pendant la nuit, c'était de changer un peu, de s'adapter et puis de dire bah c'est bien de faire de la gastronomie, mais maintenant on va essayer de faire de la bistronomie avec toujours les mêmes bons produits qu'on a, mais essayer de simplifier tout ça, de le mettre dans des beaux packaging en carton avec des cartes du restaurant et des belles étiquettes, et puis on va faire de la vente à emporter, quoi. Et Voilà. cette réflexion, elle s'est faite directement entre la nuit du samedi et du dimanche. Ouais, c'est ça. Et après, bah, toutes les questions. Après, ça m'a pris 7 jours à mettre en place parce que on sait pas du tout. C'est un modèle que personne ne connaissait dans ce type de restauration. Ouais. Et donc, il a fallu que j'appelle beaucoup de monde, que je me renseigne, que je regarde les prix, que je réfléchisse à l'organisation parce que pareil, les fournisseurs, ils étaient tous à l'arrêt. Du coup, il y avait plus de Rungis et de tout ça. Le boucher a continué, mais le poisson, il y avait plus de pêcheurs. Donc, il a fallu que je m'organise avec le poissonnier qui est en face du restaurant pour avoir au moins 2 poissons différents durant tout le confinement. Et puis après, ça a été les légumes. Et les légumes, j'ai la chance d'avoir quand même des producteurs, des petits producteurs qui travaillent en bio, en pleine terre, à moins de 10 km du restaurant. Donc après, c'était avec les petits producteurs, avec Métro et avec les acteurs de la ville de Rueil, qui est quand même une ville assez commerçante. D'accord. Et justement, vu que cette décision, elle s'est prise quand même assez rapidement, nous on l'a vu chez nos clients, mais ça a pris au moins 1 voire 2 semaines avant qu'ils se mettent à faire de la vente emportée. Comment est-ce que toi t'expliques que tu as réagi aussi vite? Et après on parlera de toi, Anne, qui a pris la décision inverse entre guillemets. Comment est-ce que tu expliques que toi directement tu aies voulu faire de la vente emportée? Bah, il se trouve que le restaurant, c'était un peu une construction pour arriver à là, mais si on remonte un peu loin à l'été dernier, le restaurant a vraiment super bien marché Ouais. et il se retrouve que j'ai refait ma cuisine. Et une cuisine professionnelle, ça coûte très, 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 très cher. Et je me suis retrouvé donc en septembre à avoir beaucoup d'argent à rendre, à ressortir. Sauf que à cause des grèves et de l'enchaînement de tout ce qu'il y a eu depuis septembre-octobre, le restaurant n'a pas rentré autant d'argent que ce qu'il aurait dû. Donc je me suis retrouvé un petit peu à mal. Et c'est vrai que à la fermeture des restaurants, la trésorerie que j'avais n'était même pas suffisante pour payer les salaires du mois de mars. Ouais. Donc pour la faire très simple, j'ai récupéré un peu de crédit de TVA qui m'a permis de passer le mois de mars.
C'est ce qui m'a sauvé les meubles. Et puis ensuite, ça a été baston entre l'avocat, l'expert comptable, le bailleur, les fournisseurs, le blocage complet de tout. Et en fait, c'est juste que j'avais pas le choix. C'est Et ça. si j'avais pas fait ça, Ouais. si j'avais pas lancé la vente à emporter et livraison, j'aurais fermé le restaurant fin avril définitivement, quoi. Et là, on réouvre demain, donc on a bien réussi, quoi. Ouais, Voilà. donc c'était un choix de survie entre guillemets de. Enfin, la question s'est pas réellement posée pour toi. La question s'est pas trop posée. En fait, la vraie question qui s'est posée, plus que de se dire je vais faire vente à emporter, livraison, c'est il y a un état de crise. Les gens, on a la chance d'être un métier où on aura toujours du boulot puisque les gens mangeront toujours. L'idée, c'était de se dire les gens peuvent plus aller au restaurant. Comment on fait pour gagner de l'argent même si les restaurants sont fermés? La question, c'était ça en fait. Ouais. Et après, ça a été vente à emporter, livraison et toutes ces choses-là, quoi. D'accord. Voilà. Alors, il y a plein de questions qui me viennent, mais je vais me les garder dans un coin de ma tête. Anne, toi, est-ce que par rapport à la livraison, la vente emportée, c'était une option pour toi ou pas du tout? Non, moi, c'était pas du tout malheureusement une option parce que je suis en campagne en fait. Je suis à côté d'une toute petite ville qui est à côté de Limoges. Déjà que Limoges n'est pas super grand. On va dire que dans les jours qui ont suivi le confinement, tout était à l'arrêt, carrément. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune entreprise qui travaillait. Il y avait autour de chez moi, il y a sûrement des gens, hein, autour du restaurant, c'était tout vide. Voilà, il y avait plus personne, donc c'était vraiment pas du tout une option de pouvoir faire à emporter. J'ai eu une ou deux entreprises qui n'ont pas arrêté de travailler, mais qui fabriquaient notamment du produit, des gels hydroalcooliques, des choses comme ça. Euh, Ouais. mais c'était vraiment minime et je pouvais pas maintenir l'activité pour ça. Parce qu'aujourd'hui, toi, ton restaurant, c'est plus un restaurant de destination. Il n'y a pas de passage, j'imagine. Les gens, ils viennent chez toi, ils réservent, ils viennent pour l'expérience qu'ils vont avoir. Donc, il n'y a pas il y a pas d'entreprise, comme tu l'as dit, qui travaille à côté de chez toi. Il n'y avait pas non plus de, Il y a des entreprises qui travaillent à côté de chez moi actuellement, mais tout était ouais, fermé, quoi. Tout était c'était à fermé. l'arrêt. Le peu d'entreprises qui sont restées ouvertes pendant le confinement, il s'avère qu'elles sont pas à côté du restaurant, elles sont plutôt à l'autre bout de la ville. Non, clairement, j'avais vraiment pas du tout, pas du tout d'intérêt à rester ouvert et pas du tout de possibilité, en fait, tout simplement. Ouais. Donc, c'était vraiment, je me retrouvais d'une grosse activité à rien, quoi. Alors À moi, zéro. alors en effet, les grèves nous ont un peu impactés. La chance que j'ai dans ce restaurant, c'est que la moitié de mon chiffre d'affaires, quasiment, c'est des groupes, des Ouais. gros groupes. Donc en fait, des séminaires, des choses comme ça. Donc on avait pas mal travaillé en fin d'année quand même, malgré les grèves. Et on avait surtout très bien travaillé en janvier-février. Donc je me suis retrouvée quand même avec un peu de trésorerie. Bon, Ouais. j'ai eu droit, comme tout le monde, à faire l'emprunt BPI, etc. J'imagine. Dans l'ensemble, je me retrouvais pas trop mal et j'étais pas obligée d'emprunter trop. Ouais. Heureusement. Mais cela dit, 3 mois sans travailler, moi j'ai perdu toute ma saison de séminaire parce que la saison de séminaire elle réattaque en mars jusqu'en juin. Donc en fait, j'ai perdu toute ma saison de séminaire. Donc on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, quoi. Ouais, bien sûr. Mm. Et pour toi, Baptiste, est-ce que le fait d'avoir mis en place de la vente emportée, ça t'a permis de récupérer des clients qui, selon toi, viendront à partir de ta réouverture de manière régulière? Alors moi complètement, c'est vrai que la moitié, ouais, j'estimais à 40-50% de mes ventes à emporter, c'est des Ouais, clients qui me connaissaient pas, ou alors qui avaient entendu parler du restaurant, mais qui me connaissaient pas. Et ça, c'était assez bénéfique puisque les gens disent ah bah on vous connaissait pas, machin, mais il y a eu de la publicité en fait grâce à Uber Eats où les gens se sont connectés sur Uber Eats, on se dit ah bah tiens c'est quoi ce restaurant? Et ils ont ouais, compris que, en fait, on était juste à côté, qu'on était un restaurant gastronomique. Donc, j'ai même des gens. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, dans par exemple notre module de réservation sur la fourchette, on a tout un agenda client. Et dès qu'un client a ouais, déjà réservé et re-réserve, il est déjà enregistré. Et la majorité des réservations qu'on a prises pour la réouverture, c'est des gens qui ne sont pas enregistrés, qui nous ont connus pendant le confinement, qui ont pris ce petit menu à 30, 35 euros en vente à emporter et qui se disent, eh ben, maintenant que ça a réouvert, qu'on a vu ce que ça donnait et qu'en plus on s'est un peu renseigné, ben on va aller essayer. Donc ça c'est vrai que ça m'a ouvert les portes d'une nouvelle clientèle qui est proche du restaurant.
Ouais, donc ça fait partie des points positifs malgré la situation actuelle. Tu as parlé de Uber Eats, c'est ça, comme partenaire de livraison. Le Ouais, c'est choix, ça. il s'est fait par rapport au confinement. Tu étais déjà dessus ou ça a été une obligation pour toi de te mettre dessus? Comment est-ce que ça s'est mis en place? Alors, au moment de choisir c'est un concours de plusieurs choses. Au moment de choisir un livreur, donc même si la vente à emporter a pris le dessus, la livraison a rapporté beaucoup d'argent quand même. Ouais, Ce qui s'est passé, c'est que quand il a fallu choisir une plateforme de livraison, j'ai envoyé un mail à chacune d'entre elles. Ça a mis longtemps avant d'avoir un retour, donc ouais, je me suis permis d'appeler. J'ai une amie, enfin une amie, une connaissance, parce que grâce à Top Chef, j'avais fait un événement avec Uber Eats, un superbe événement. Et ouais. du coup, j'avais les bons contacts au sein de Uber Eats, donc je les ai appelés pour accélérer le processus et surtout renégocier les contrats, parce que c'est vrai que les contrats de livraison prennent des grosses commissions. On Ouais. parle de 30% de commission sur une livraison, ça fait énorme sur une vente. D'accord. Et grâce au fait que j'étais le premier restaurant gastronomique en région parisienne à m'inscrire dessus, plus que j'ai fait Top Chef, donc c'est vrai que c'est pas une grosse notoriété, c'est une notoriété éphémère, ça permet de Ouais. mettre un coup de boost. On n'est pas des stars, on transpire encore même plus que beaucoup d'autres cuisiniers. Et donc, grâce à tout ça, j'ai pu renégocier mon contrat de livraison Uber Eats et avoir quelques avantages qui m'ont permis de me lancer plus rapidement dans la livraison. D'accord. Et sur la partie vente emportée, comment est-ce que vous l'avez mis en place? Est-ce que vous avez fait appel à des prestataires de click and collect, par exemple? Non, ça je l'ai fait à l'ancienne. Je me suis Ouais. dit, on retourne au Moyen Âge, bah on va le faire à l'ancienne. J'ai imprimé 75 menus Ouais. et j'ai pris mon petit scooter et mon serveur qui était avec moi en chômage partiel, il a pris son petit vélo et on Ouais. est allé accrocher les menus sur tous les commerces qui étaient encore ouverts pendant le confinement dans toutes les villes où on faisait les livraisons et les ventes emportées. Et c'est ça qui a lancé le jeu et qui a fait même que ça a marché presque, enfin, 3 fois plus que ce qu'on attendait, quoi. Ce que vous envisagez. C'est super, enfin, c'est super de voir justement la partie entrepreneuriale du chef qui va prendre son scooter, prendre son vélo et qui va poster Il y a justement que ça qui marche. Il y a Ouais, que ça qui marche. Faut aller au contact des gens. Bon, le contact, c'était un peu différent, mais ouais, faut réfléchir à où vont les gens, où est-ce qu'ils vont pouvoir voir ça. D'autant plus que, bah, Rueil-Malmaison et cette partie du 92, il y a une clientèle, il y a une très belle clientèle, mais une clientèle qui a un certain âge quand même. Et c'est pas des gens qui suivent ton Instagram ou ton Facebook forcément. Donc, il faut être capable de les toucher différemment. bien sûr. Ok. Super. Toi, Anne, du coup, étant donné que tu vas fermer donc le mardi, qu'est-ce qui s'est passé entre ce mardi-là et aujourd'hui, j'ai envie de dire? Ben, en termes enfin, le restaurant pur, ben, il s'est rien passé, tout simplement. Donc, moi, j'ai passé une grosse semaine, on va dire, un peu furax, j'avoue, à faire de la paperasse. Donc, Ouais, à réussir à mettre, parce qu'on est, enfin, on est neuf à travailler ici, donc à mettre tout le monde en chômage partiel. Pas moi, bien entendu, vu que je suis la présidente de ma société, donc j'ai pas droit, hein, forcément. Voilà, j'ai réussi à mettre tout le monde au chômage partiel. Ça, c'était ma priorité, parce que pour que les employés soient à l'abri au moins. Et ensuite, ouais, voilà, mettre un petit peu en place tout un tas de choses, faire des relances de clients qui m'avaient pas forcément réglé des groupes, des choses comme ça, pour pouvoir avoir un petit peu de trésorerie. Et puis, une ouais. fois tout ça fait, ben, je me suis retrouvée un petit peu à tourner en rond et à me dire, bon, alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais pour pas péter un câble, tout simplement? Donc déjà, je venais ici tous les jours, même si c'est un petit peu excentré de mon domicile. Je venais, bon, je m'étais fait faire une autorisation pour pouvoir venir ouvrir, aérer et faire vivre un peu le lieu. Comme c'était à la campagne, je pouvais amener aussi mes enfants. Et puis j'ai, euh, enfin, j'ai eu de très bons retours, on va dire, des forces de l'ordre sur le coup, parce que les gens, quand je suis restée ouverte, les gens m'avaient menacé sur Internet, tout ça. Enfin, bref, pour le coup, les forces de l'ordre n'étaient pas du tout agressives. Ils sont venus voir ce qui se passait. Ils n'étaient pas du tout dans la menace. C'était vraiment, on Ouais. comprend votre situation. Ne vous inquiétez pas, fermez tranquillement. Voilà. Et puis, en discutant comme ça un petit peu avec tout le monde, je me suis rendu compte que peut-être
profiter de ce temps pour aider ou pour apporter quelque chose. Euh, Peut-être à des gens autour de moi ou aux soignants qui s'occupaient du coronavirus dans les parties de l'hôpital. Voilà, je réfléchissais à tout ça. J'ai vu, en même temps que j'y pensais, en fait, j'ai vu aussi fleurir ça sur les réseaux sociaux. Les gens commençaient à penser à ce genre de choses et du coup, j'ai décidé de mettre en place des repas pour l'hôpital, en fait. Michel, Voilà. Et donc, je me suis mis un petit peu à t'as des travailler galettes et ou tout puis, ça? Ouais. Pour les on deux va dire dernières 3 fois choses, par pour les trois semaine. dernières choses. En Ouais. bénévolat total. Donc j'ai relancé un peu mes fournisseurs, je suis allée voir ce qu'on pouvait me donner comme produit pour pouvoir travailler avec. Voilà. Et puis petit à petit, bah, ça s'est bien mis en place et je faisais une centaine de repas 3 fois par jour, 3 fois par semaine, ce qui fait 300 repas par semaine à peu près pour l'hôpital. Et aussi après en termes de vie privée. J'allais Ouais. aussi au Resto du Cœur parce qu'il faut savoir quand même que les personnes sans domicile fixe se sont retrouvées complètement démunies du jour au lendemain parce que tous les endroits où Ouais. ils avaient l'habitude d'aller, comme la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, le Secours populaire, tout ça, prendre des douches, prendre du café, faire laver leur linge, tout s'est retrouvé fermé en fait. Toutes les structures se sont retrouvées fermées par la force des choses. Et donc s'est mis en place en fait une livraison entre guillemets, enfin une délivrance de colis de dépannage vraiment pour des personnes qui étaient complètement démunies et qui n'avaient que ça pour manger. Alors, c'était pas grand-chose, c'était ce qu'on avait, mais ils ont eu besoin de bénévoles pour distribuer ces colis en fait aux personnes vivantes dans la rue, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Donc, en réalité, entre le mardi où tu as fermé et aujourd'hui, bah, de ton côté, ça n'a pas été du temps perdu. Tu as Non, quand même fait plein de ouais. choses. Tu as pu aider la communauté qui était autour de toi. Là, sur la réouverture, donc tu comptes réouvrir. Comment est-ce que vous envisagez la suite? Après, on a quelques questions dans le chat que je prendrai après. Comment est-ce que vous envisagez la suite? Euh, Bon, pareil, l'annonce de la réouverture, bah, ça a été un petit peu rebelote par rapport à l'annonce de la fermeture. C'est-à-dire qu'ils nous ont mis ça Ouais. avant un week-end, un jour férié. Donc les fournisseurs se sont retrouvés un petit peu en live. Et j'avoue que nous, on a ouvert un peu à la one again le mardi. Mais je tenais absolument à ouvrir. Il était hors de question que je reste un jour de plus fermé. Donc on a ouvert un Oui. peu comme ça. Les clients ont compris. On avait bien sûr la veille euh, tout nettoyé, tout mis en place, toutes les normes de sécurité, les plexis, les distributeurs de savon, hydroalcoolique, de gel hydroalcoolique, les masques, enfin, tout ce qu'on nous avait demandé, les visières, tout ça. On avait modifié un petit peu la configuration du restaurant, qui, comme vous pouvez le voir derrière, est très grand. Donc, du coup, enfin, j'ai pas trop de problème de place, en fait. Déjà, les tables étaient éloignées. Voilà, une fois tout mis en place, on a ouvert comme ça. Ça a été un petit peu compliqué la première semaine, mais on va dire que je pense que les gens sont contents plutôt bien. Je pense Oui. qu'il y a quand même encore une clientèle qui est un peu en retrait, mais dans l'ensemble, quand même, ça va. Les gens sortent, ils sont contents de ressortir et surtout quand ils se sentent en sécurité, en fait. D'accord. Justement, par rapport à aux fournitures dont vous avez besoin, les plexis, le gel, les masques, comment est-ce que vous avez fait pour les trouver? Il y avait encore une rupture par rapport à vos fournisseurs. Vous avez dû fournir un effort qui est conséquent pour avoir justement tout ce matériel. Comment ça s'est passé? Au niveau des fournisseurs, ouais, il y a eu un petit peu de rupture, surtout au début. Bon, enfin bon, vu que Oui, moi je faisais pas emporter, de toute façon, j'avais pas forcément besoin de beaucoup de matériel. Et bien sûr. quand ils ont commencé à dire peut-être qu'ils annonceraient la réouverture, tout ça, j'avais commencé à me renseigner un peu et on a trouvé, non, en tout cas ici, facilement tout le matériel nécessaire. D'accord. Pour toi, Baptiste, ça a été pareil ou c'était un petit peu différent? Il y a eu, moi j'ai eu plusieurs chances. Donc oui, tout était en rupture, hein, même les gants, etc. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'avais un carton de 100 kits visiteurs que j'avais acheté au cas D'accord. où il y a un contrôle d'hygiène un jour. Ça, c'est partie des certaines obligations qu'on a. Donc on a commencé Ouais. avec ça. Ensuite, j'ai la chance aussi que ma mère soit éleveuse de chats. Donc du coup, bah, le gel hydroalcoolique, elle en a partout à la maison. D'accord. J'ai eu quelques petites magouilles comme ça. Et après, bah, j'ai appelé mon fournisseur de produits de nettoyage, etc. Et je lui ai dit que dès que c'était possible, il me fallait le moindre truc. La première chose que j'ai eue, c'est de la solution hydroalcoolique. C'est pas du gel. Pour nous, c'était bien plus pratique parce qu'on le met dans un cheat sheet et on pouvait nettoyer tous nos postes avec nos mains et même les clients, la machine à carte, tout ça. Donc la solution hydroalcoolique, c'était très bien. On a eu une grosse chance aussi, c'est que le maire de Rueil-Malmaison
Patrick Collier nous a. C'est la première ville en France qui a commencé à faire fabriquer bénévolement des masques en tissu. Donc il y avait 350 couturières qui ont fabriqué des masques pour l'ensemble de tous les Ruéois. Il y a eu quand même 50 000 masques fabriqués en un mois et demi. Et les premiers qui ont été servis, c'était tous les commerçants qui étaient encore ouverts, dont nous. Donc on a eu des masques au bout de 3 semaines de confinement. Et on en avait 2 masques en tissu lavables par personne, ce qui nous a permis d'être dans les normes rapidement, quoi. Rapidement. Ok. On a une question de Victor dans le chat. Je vois que Baptiste y a déjà répondu. Du coup, elle s'adressera peut-être à Anne. Comment est-ce que vos partenaires vous ont soutenu? Je vois que vous avez répondu. Si vous voulez peut-être Un petit peu. étayer sur ce sujet, comment est-ce qu'ils vous ont soutenu? S'ils vous ont soutenu, bien sûr, qu'est-ce qui a été fait et comment la relation commerciale a pu évoluer? Alors, au niveau de mes fournisseurs, donc moi j'ai pas mal de fournisseurs locaux déjà, notamment sur la viande, sur les légumes, fromage, crèmerie, etc. Donc du coup, je me suis adressée un petit peu à tout le monde. Ils m'ont beaucoup soutenue dans mes actions. Vraiment, enfin, je dis toujours que dans des situations telles qu'on a vécues, on peut se révéler le pire comme le meilleur des êtres humains, quoi. On a vu le pire au début avec toutes ces personnes qui prenaient d'assaut les supermarchés, qui achetaient des tonnes et des tonnes de choses. Moi, sincèrement, ça me faisait mal au cœur. Sincèrement, le dimanche, j'étais censée être fermée, j'ai ouvert, j'ai Ouais, pris ma voiture, je suis passée devant un centre commercial que je ne citerai pas. Et ouais, il était ouvert, il était blindé, il y avait les gens qui faisaient la queue, qui s'entassaient sur le parking, devant la porte, etc. Et nous, on était censés être fermés, quoi. Donc ça faisait un petit peu mal au cœur et donc en ça, je considère qu'on a vécu un petit peu le pire, mais en même temps, une énorme solidarité s'est développée. Moi, vraiment, les fournisseurs. Après, au bout d'un moment, quand ça s'est su, au début, j'ai démarché, bien sûr, pour bien sûr. expliquer ma démarche. Donc, j'ai beaucoup été soutenue par Métro, par Carrefour. Je parle localement. Ouais. Après, ensuite, mes fournisseurs comme la laiterie Les Failles, enfin, je les ai tous cités de toute façon sur mes réseaux sociaux, des bouchers, des amis qui étaient bouchers locaux, etc., des gens qui travaillaient finalement, mon fournisseur de viande, pleine maison, etc. Tout le monde en fait s'est mis à se dire tiens, on sait qu'elle fait ça, alors il m'appelait pour me dire on a ça, on a des produits en date courte, est-ce que tu les veux pour l'hôpital? Et donc il y a eu tout un réseau qui s'est mis en place et ça c'était super chouette quoi. Je veux dire humainement c'était super chouette. En plus, il y avait des bénévoles qui sont venus m'aider après avec le temps, qui m'ont proposé de venir m'aider. Donc, on a développé tout un réseau humain qui était vraiment chouette. Donc il y a vraiment eu un élan de solidarité. Donc ça, ça fait plaisir à Ouais, entendre. c'était Baptiste. Ouais. Non, Excuse-moi, moi, je t'ai. non, là, c'était un peu chacun pour sa poire. Ouais. J'ai eu aucun appel, aucune réduction, alors rien du tout, alors qu'en plus j'étais le seul à bosser dans le coin. Alors déjà à Paris, mais alors en plus dans le 92, le Ouais. seul. Et il n'y a pas eu de soutien quelconque. Il y a eu. Non, non, non. Après, c'est plutôt même moi qui était dans le soutien et la solidarité, puisque j'ai fait bosser un peu plus. C'est ce que j'ai dit à tous mes fournisseurs. Je dis OK, mais bah, il faut me dépanner parce que moi je te fais bosser. Et puis Ouais. moi je vous ai payé mes factures. Moi j'ai pas eu de retard. Grâce à la vente emportée, j'ai pu tout payer. Je dois Ouais. être un des seuls restaurateurs à pas avoir de dette sur mes fournisseurs là. Ouais. Et en plus de ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, bah, la première idée, c'était de sauver le restaurant. Et quand Ouais. je me suis rendu compte que ça cartonnait et que je pouvais faire un peu plus. Alors évidemment, ça a été compliqué, mais il y avait en Ile-de-France et en France, je sais plus, il y a eu tellement de collectifs. Il y avait le collectif Les Chefs Solidaires, machin, Ouais. et il y a tous ces chefs qui ont pu cuisiner pour les soignants. Et moi, je me suis dit, bah, ce serait bien de faire ça. Mais moi, Ouais. je suis pas très association. Enfin, j'ai un peu du mal. J'ai pas le temps en fait. J'arrive pas à trouver le temps de m'occuper, de faire comme les autres chefs qui peuvent avoir des financiers derrière, des gens qui négocient à leur place, etc. C'est hyper compliqué pour moi. Donc j'ai fait ça tout seul en fait. D'accord. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé aux gens qui me prenaient les plats en vente emportée. Et c'est les gens qui venaient prendre les plats emportés qui me laissaient 5 euros de plus, 10 euros de plus pour dire, bah ça, ce sera pour vos repas pour les soignants que j'avais prévu de faire. Donc ça a été top. Donc moi j'ai pas beaucoup aidé parce que j'avais beaucoup de travail, mais j'ai quand même fait 2 fois 45 repas, entrée plat dessert pour l'hôpital qui est pas très loin du restaurant. Et ensuite j'ai eu une femme qui venait me prendre des menus toutes les semaines, qui est venue me dire que bah il y avait aussi comment
une partie Covid-19 dans le tout petit hôpital qui est à côté du restaurant. Et il y a des collectifs de familles qui faisaient à manger, qui se passaient le relais. Et donc moi, je les ai un peu soutenus. Je donnais ce que j'avais, quoi. Mais j'ai participé comme je pouvais. C'est vrai que pour moi, la première idée, c'était d'abord de sauver le restaurant, de payer mes factures, et puis j'étais tout seul, donc faire tout seul pour prendre les réservations, pour faire 180 menus, entrée, plat, dessert par semaine, les encaissements, les packaging et puis toute la paperasse qu'a imposé le Covid-19. Ouais, On va dire que j'ai même plus bossé pendant le Covid qu'avant le Covid. Donc, bien voilà. sûr. Et par rapport aux assurances, on a fait un webinar en début de semaine par rapport aux indemnisations. Les quoi? Il y a eu un cas qui a été Ouais, mais indemnisé. c'est un ami à moi. C'est un ami à moi, Manigold. Donc j'en ai pas mal D'accord. parlé avec lui. En fait, c'est juste, c'est une clause du contrat que lui, il a remis en avant sur la fermeture administrative, que tous les contrats n'ont pas, que la Ouais. majorité des contrats n'ont pas. Enfin, moi, la première chose que j'ai fait quand il y a eu le Covid, c'est que j'ai envoyé tous mes dossiers à l'avocat. Et sur le contrat d'assurance, rien à faire. Et Ouais. après, sur le contrat de bail, on pouvait faire quelque chose. Par contre, c'est une mesure et c'est très agressif comme mesure pour récupérer. Et tu récupères 2 ou 3 loyers. Donc c'est très bien, mais par contre, faut pas être ami avec ces bailleurs parce que sinon après c'est fini. Donc moi, Ouais. vu que le restaurant continuait à faire du chiffre, je me suis permis de garder de rester en bon terme avec mes bailleurs qui d'ailleurs m'ont laissé avril et mai sans payer. J'ai pu Ouais. payer au mois de juin et j'ai déjà remboursé le mois d'avril et il me reste le mois de mai que je vais étaler un petit peu, mais ils sont très gentils, ils me font confiance et puis on bosse quoi. Donc ça va. Mais les assurances, zéro et puis même encore pire, c'est que j'ai eu un dégât des eaux pendant le confinement qui m'a ruiné le rez-de-chaussée et le sous-sol du restaurant. Ouais. Et même avec ça, j'ai lancé les travaux avant l'accord de l'assurance, où j'avais fait venir exprès un huissier pour faire un procès-verbal pour que l'assurance juste n'ait rien à dire. Et grâce à ça, j'ai pu faire mes travaux en 2, 3 semaines, travaux qu'on a fini hier. Et grâce à ça, on réouvre vendredi parce que si on avait écouté les assurances, le restaurant il serait resté fermé jusqu'en août. Et puis en août, il n'y a personne en Ile-de-France, donc pareil, j'aurais fermé le restaurant définitivement si je les avais écoutés. Donc les assurances, non, très Pas, négatif. pas- pas pour toi. Et Anne, par rapport à toi, par rapport aux assurances, vu que la situation était quand même un petit peu différente pour toi, comment ça s'est passé? Moi, au niveau du loyer, bah, tout simplement, il y a un courrier type en fait qui est sorti par le comptable, pour faire geler les loyers le temps du confinement. Donc moi, j'ai usé de ça. Je suis ni amie ni ennemie avec mes bailleurs, donc voilà. Et puis au niveau des assurances, alors moi, enfin, je sais pas si je peux dire le nom, mais de l'assurance. Mais en fait, je suis à la MMA et c'est le seul assureur en fait, enfin, de ce que j'ai entendu parler, qui n'a pas assuré, qui n'a pas indemnisé ses clients, mais qui a fait un chèque en fait de soutien, un D'accord. don vraiment en fonction du chiffre d'affaires, donc entre 500 et 10 000 euros selon les clients et le chiffre d'affaires. D'accord. Voilà, Mais donc ça, c'est moi j'ai bien ça. bénéficié d'un chèque de la MMA, donc je peux le dire. Mais après, non, il aurait fallu que l'État prenne la décision de passer en catastrophe naturelle et puis que les choses soient mises en place. Bien sûr, forcément, enfin bon, je vais pas commencer à rentrer en politique parce que ça va m'énerver. Mais voilà, forcément, vu que c'est des lobbies et tout ça, ils vont pas le faire. Mais normalement, c'est ce qu'ils auraient dû faire si, enfin même quitte après à augmenter les cotisations les années prochaines. Enfin, je trouve qu'il y aurait pu avoir quand même des gestes un peu plus importants qui auraient Ouais. été faits de la part de l'État pour obliger les assureurs tous à Ouais. indemniser au moins un minimum. On ne demande pas qu'ils nous indemnisent. Moi, je vous dis, j'ai perdu 300 000 euros. Bon, très bien. Je ne demande pas qu'on me les rembourse, Ouais. mais au moins qu'on me paye mes charges fixes, qu'on m'aide à, parce que finalement, bon, on gèle des choses, mais ces choses qui sont gelées, finalement, quelqu'un les paye à un moment donné. Si c'est gelé chez le bailleur, ben, ça veut dire que lui, il touche pas son loyer, enfin, etc. Donc, c'est un cercle vicieux et l'économie, elle remonte pas. Donc, je trouve qu'à un moment donné, Bien sûr. enfin, il y aurait dû avoir des choses pareilles, ça m'énerve aussi, mais qui auraient dû être faites par l'État et qui n'ont pas été faites. Donc aujourd'hui, certains humainement ont décidé de faire des choses comme voilà mon assureur.
d'autres le font pas. Et de toute façon, à la fin, on se retrouve. Moi, sincèrement, aujourd'hui, j'ai réouvert. J'ai perdu ma saison de séminaire. J'ai perdu ma saison de mariage. Enfin, presque la totalité. Ouais. Et puis peut-être que ça va reprendre en septembre. Peut-être. Si on nous autorise à avoir des groupes, si on nous autorise à faire des choses un peu plus dynamiques, on va dire. Mais clairement, si j'arrive à maintenir la tête hors de l'eau jusque décembre, faire le bilan de mon année qui sera sûrement blanc, Ouais. et puis repartir en janvier sur une nouvelle année, quoi. Donc Je justement, serai contente, mais je pense à tous ceux à qui ça va pas arriver et tous ceux ouais. qui vont couler, quoi. Et par rapport justement à la réouverture à septembre ou janvier, vous, c'est quoi comment est-ce que vous voyez la suite? Comment est-ce que vous voyez déjà la reprise? Baptiste n'a pas encore réouvert, mais sur ce que vous avez, les informations que vous avez par rapport à vos clients, comment est-ce que vous envisagez la suite? Moi, enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est plutôt positif. Les gens ont envie d'aller au restaurant, les gens ont envie de sortir. Maintenant, on ne sait pas ce qui nous attend pour la suite. On n'en a aucune idée. Ce qui est un peu difficile aujourd'hui à gérer, je pense que c'est pareil pour Baptiste, c'est le manque de visibilité. C'est-à-dire on est un peu vraiment lâché dans la nature sans savoir trop où on va. Donc ça, c'est un peu le souci. C'est déjà difficile en restauration de se projeter. C'est des métiers où rien n'est acquis, mais c'est encore plus difficile dans la situation actuelle, quoi. Ouais. Et pour toi, Baptiste, ta vision sur l'avenir? La vision, à la base, c'était de continuer en premier lieu, de se dire, bah, à la vente emportée, il y a peut-être quelque chose à aller tirer. Depuis le déconfinement, faut pas se mentir, je suis passé de 8 000 € de chiffre d'affaires hebdomadaire à 800 euros. Donc, la vente emportée, ça va être un micro plus, mais bon, qu'on va faire en parallèle sur ce qu'on cuisine le midi. Donc, ce sera que du plus, hein. Les packaging, il m'en reste 500. Donc, moi, ça me coûte rien de plus. Et Ouais. après, bah, la réouverture, moi, c'est vrai qu'on sort de travaux, de 3 semaines de travaux. Donc, j'ai quand même la chance d'avoir un restaurant rénové et neuf pour la réouverture. Et maintenant, moi, ce qui me faisait très peur, tout le monde me disait, mais non, t'inquiète pas, tu vas voir, ça va repartir. Alors, tant que j'ai pas sous les yeux la queue de la file d'attente devant le restaurant, je peux pas y croire. Donc, ça va Ouais. parce que les réservations prennent. Malgré tout, on a quand même serré un peu le personnel pour la reprise et pour cet été, puisque l'Île-de-France se vide pendant l'été. Donc il faut Ouais. serrer. Et là, on attend. Normalement, juillet dans le 92 et en Île-de-France, c'est un super mois. On va Ouais. voir ce qui se passe. Je sais pas. Là, sur les jours qui viennent, je vois que les réservations, enfin, les gens sont au rendez-vous pour le moment. Est-ce que c'est juste un petit peu comme un effet de nouveauté, de réouverture et ça va durer 2, 3 mois ou est-ce que ça va se prolonger dans le temps? Est-ce qu'après le mois d'août, quand tous les Français seront partis à droite à gauche, en plus l'Europe a réouvert, le monde, je pense pas que ça va réouvrir cet été, le monde, mais l'Europe a réouvert. Peut-être que la deuxième vague arrivera en septembre, on ne sait pas trop. Donc oui, il n'y a pas de visibilité. Visibilité des deux Ouais, côtés. on sait pas ce qui va arriver. Et là, en plus, quand je vois que bah il y a à nouveau des manifestations, des problèmes dans les rues parisiennes, etc. Encore une fois, moi, je suis dans le 92. J'ai pas trop ces problèmes-là. Ça touche forcément à minima. Mais moi, je pense à tous mes anciens chefs et tous ceux que je connais qui sont Ouais. sur Paris. Moi, j'ai toujours travaillé sur Paris. Je travaille 14 ans dans des étoilés parisiens. Ouais. Des anciens chefs à moi qui sont morts, chefs 2 étoiles et qui sont les plus grands chefs cuisiniers français et qui n'arrivent plus à sortir la tête de l'eau parce qu'ils sont propriétaires de leur restaurant à 50 ans et ils y arrivent pas parce qu'en fait ça s'arrangera jamais et Paris se vide, hein. Là dans le Ouais. 92 il y a des projets immobiliers qui se construisent non-stop parce que les Parisiens, les jeunes Parisiens, les couples d'une trentaine d'années, eh ben, ils s'en vont. Paris se vide et ça va devenir de plus en plus compliqué, je pense, en Île-de-France et en région parisienne. Il y a Emma qui vous souhaite le meilleur pour C'est les mois gentil. qui arrivent. Merci Emma. Si on termine on va essayer de terminer sur une note positive, quoi que la situation est compliquée. Vous, qu'est-ce que vous avez appris de cette période-là? Et c'est quoi les apprentissages et les enseignements que vous en avez? Est-ce qu'il y en a qui sont positifs? N'importe qui, quoi. Ok, je commence du coup. Vas-y. Ouais, moi vraiment, ce que j'ai appris de. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais.
Ce que j'ai appris là de cette période, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le fait de pouvoir, enfin, recentrer, on va dire, sur des problèmes qui finalement sont pas si importants. Si on regarde aujourd'hui, alors on a été confinés, du coup, je pense que les gens, ils ont quand même recentré vraiment sur leur famille. Enfin, je pense, je parle des trois quarts. Après, il y a toujours des exceptions, hein, mais beaucoup de gens, on va dire. Euh, la découverte de produits locaux, on en a beaucoup parlé. Euh, profiter de choses autres que d'être tout le temps sur son téléphone, son ordi, ressortir un peu, aller se promener, voilà. Enfin, je pense qu'il y a quand même une partie de la population qui a eu ça, et moi je l'ai eu personnellement. C'est vrai que j'ai beaucoup profité de ma famille, vu que bon bah dans nos métiers on n'en profite pas tant que ça en fait. Et j'espère que voilà, la note positive c'est que j'espère qu'on va garder un peu cet élan. On parlait tout à l'heure de producteurs locaux, avec Baptiste on en a parlé hier soir. Moi, enfin moi dans mon restaurant on va dire à 90% j'ai des produits locaux. Les gens ont commencé à s'intéresser à tout ça, les supermarchés ont lancé un petit peu, relancé tout ça. Donc j'espère que ça va durer. J'espère Ouais. qu'on va essayer d'être plus solidaire en fait avec les entreprises. Et quand je parle de consommer local, je parle pas forcément de choses qui poussent ici, mais par exemple quand on parle de café, par exemple le café il pousse pas en France forcément, mais on peut Ouais. s'adresser à un torréfacteur qui est local, une entreprise qui est d'ici, qui va acheter du produit café équitable, vous voyez, des choses comme ça. Euh, Bien sûr. quand je parle de consommer local, c'est ça aussi. C'est pas forcément que le bio et le local, quoi. C'est Ouais. aussi l'entrepreneuriat, le commerce local. Voilà, ça c'est important. Je pense qu'il faut vraiment être solidaire et garder cette solidarité qui s'est créée pendant ce confinement. Faire en sorte que ce soit pas Ouais, éphémère et que effectivement ouais. ce soit et toi, Baptiste, les apprentissages que tu as pu avoir, et puis après, on va vous libérer, donc vous êtes occupé. Les apprentissages un petit peu de toute cette période qui en plus n'est peut-être pas finie, bah, ça a été un petit peu comment je peux dire ça? La manière de repenser un peu la gastronomie. Ouais, On va pas se mentir, je suis un jeune chef, j'ai toujours travaillé pour des grands chefs étoilés, donc l'étoile, elle était en pleine ligne de mire. Alors elle l'est encore, mais maintenant on va plutôt réfléchir à gagner un peu de sous, faire plaisir aux gens, remplir le restaurant. On veut que les gens s'éclatent, donc c'est pour ça aussi que ouais, pour la réouverture de demain, j'ai cassé tous mes prix. Enfin, on a baissé en moyenne tous les prix de 10 euros pour qu'en ouais, fait les gens reviennent, soient présents au restaurant, nous qu'on puisse cuisiner, s'éclater. Plus il y aura de personnes, plus je pourrai acheter aussi aux petits producteurs. Donc ça, c'est ce que j'expliquais. On a essayé de mettre en place, alors encore une fois, dans tout ce qui est collectif, etc. Moi, j'ai pas toujours le temps, mais j'ai pas mal on est 4-5 chefs du 92 avec chacun notre petite notoriété. Donc il y a Yannick Tranchant, qui est assez connu. Il y a un ancien très bon ami à moi qui est à Issy-les-Moulineaux, un à Puteaux, moi à Rueil, il y a un autre à Courbevoie. Et tous les quatre, tous les cinq, on essaye de mettre en place une centrale d'achat pour pouvoir ouais, acheter à tous ces petits producteurs locaux qu'on connaît, qu'on a déjà, mais pour pouvoir renégocier un peu nos prix pour pouvoir proposer des prix bas aux clients, mais avec des produits locaux de très bonne qualité, et aussi pour pouvoir les faire bosser eux. Parce que là, en gros, vu la conjoncture, ce qui va se passer, c'est que tous les chefs qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête, eh ben, ils vont aller chez Métro, et puis ils vont reprendre du Rungis à fond, et puis ils vont aller chercher le prix le plus bas à transformer le plus possible pour que ça paraisse pas trop mauvais, pour ouais. pouvoir faire des marges. Là, en gros, le nouveau truc, c'est la marge. Ça l'était déjà avant, ça va l'être encore plus. Mais Ouais. là, le truc, c'est de gagner des sous. Donc, nous, l'idée, vu qu'on est des chefs qui faisons attention aux produits qu'on achète, bah, c'est d'acheter toujours aussi bien, mais d'acheter ensemble pour acheter moins cher. Voilà. Très bien. Les petites news. Et puis, bah, après, ça va être vente à emporter, livraison. On va le garder. Et aussi, la petite Ouais, réflexion qui s'est mise en place, c'est si en fin d'année, on n'a pas le droit d'accueillir des groupes de plus de 10 ou 15 personnes au restaurant pour tous les séminaires d'entreprise et les repas de fin d'année qui se font au mois de décembre où le restaurant, la moitié est complète juste avec des tables de 15 et de 20 pour les entreprises, bah là, ça va être de mettre en place une activité de traiteur directement dans le restaurant ou dans un local de location pas très loin. On verra comment on s'organisera pour faire de la production, de la livraison
et des prestations clés en main de traiteurs pour les entreprises, pour essayer de garder cette clientèle de fin d'année qu'on pourra peut-être pas avoir directement au restaurant. D'accord, donc vous pensez déjà aux scénarios qui peuvent s'envisager à partir de la fin d'année. Ah ben, on est obligé, on n'a pas de visibilité, mais on sait à minima comment ça marche et on essaye de trouver des solutions si jamais on n'a pas cette liberté-là. Ok, très bien. Merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention. Avec plaisir. C'était Merci. très intéressant. On en profite pour dire donc, du coup que le restaurant de Baptiste réouvre demain. On passe un Oui, message nous sur tous nos réseaux sociaux et sur toutes les plateformes pour lesquelles on a accès. Guillaume qui avait l'air très content de l'intervention. Ginette aussi, super intéressant. Merci beaucoup. super, merci. Nous, on fera le travail pour partager toutes vos interventions parce que je pense que c'était des retours d'expérience qui étaient très pertinents. Vous retrouverez aussi le replay directement pour tous les participants par mail, vous allez le recevoir. Il sera aussi sur le blog de Social Kitchen et on le mettra aussi sur une chaîne YouTube afin qu'on puisse avoir un maximum de personnes qui le voient. Victor aussi, qui avait l'air très content. Merci, bon courage à tous les deux. Et encore une fois, merci de la part de toute l'équipe de Social Kitchen d'avoir accepté notre invitation. Avec Ben, plaisir. super, merci. À bientôt à tous les deux, merci beaucoup. Salut tout le monde, Ciao. bon courage.